Un barman disparaît sans laisser de traces d'un pub isolé dans les Vosges, en décembre 2017. Sa voiture est retrouvée sur le parking, ses clés dans sa poche. Mais Laurent Mercier s'évapore, comme s'il n'avait jamais existé. Pendant 6 longues années, sa disparition reste un mystère total pour les habitants du petit village de Gérardmer. Mais en février 2023, lors de la démolition d'un vieux motel abandonné à quelques kilomètres du pub, les ouvriers font une découverte qui va tout changer. Ce qu'ils trouvent dans cette chambre poussiéreuse va révéler une vérité si choquante qu'elle bouleversera à jamais cette communauté paisible des montagnes vosgiennes. Avant de continuer avec l'histoire de Laurent Mercier, si vous appréciez les mystères troublants comme celui-ci, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Nous publions de nouveaux cas chaque semaine qui vous tiendront en haleine. Maintenant, retournons dans les Vosges de 2017 pour découvrir comment tout a commencé. Gérardmer, décembre 2017. Cette petite ville thermale des Vosges, nichée à 669 mètres d'altitude au bord de son lac emblématique, se prépare à affronter un hiver particulièrement rigoureux. Connu pour ses pistes de ski et ses fromages de montagne, Gérardmer compte alors environ 8500 habitants qui voient leur population doubler pendant la saison touristique. Mais en décembre, après le départ des derniers vacanciers d'automne, la ville retrouve sa tranquillité hivernale, ses rues couvertes de neige et ses commerces qui ferment tôt. À 3 kilomètres du centre-ville, sur la route sinueuse qui mène vers le col de la Schlucht, se dresse le refuge du Cerf, un pub atypique qui détonne dans le paysage vosgien traditionnel. Contrairement aux auberges alsaciennes typiques de la région, cet établissement arbore un style anglais assumé avec ses poutres sombres, ses fauteuils en cuir usé et son comptoir en chêne massif où s'alignent des dizaines de bières artisanales. Les murs sont ornés de plaques émaillées publicitaires vintage et de trophées de chasse, créant une atmosphère chaleureuse qui contraste avec le froid mordant de l'extérieur. Le propriétaire, Bernard Levasseur, un homme d'affaires de 52 ans originaire de Lyon, avait racheté cet ancien relais de chasse en 2015 pour en faire son projet de retraite anticipée. Ancien cadre dans l'industrie textile, Levasseur rêvait de tranquillité montagnarde et d'authenticité. Il avait investi près de 200 000 € dans la rénovation complète du bâtiment, installé un système de chauffage moderne et créé 4 chambres d'hôtes à l'étage pour attirer une clientèle de randonneurs et de motards. Mais c'est Laurent Mercier qui fait l'âme véritable du refuge du Cerf. À 34 ans, ce barman expérimenté possède cette rare capacité à transformer n'importe quel client en habitué. Grand, mince, avec des cheveux châtains toujours impeccablement coiffés et des yeux verts pétillants d'intelligence, Laurent a cette élégance naturelle qui force le respect. Ses gestes précis derrière le comptoir, sa connaissance encyclopédique des bières et sa mémoire infaillible pour les visages en font un barman d'exception. Laurent a grandi à Épinal, à une 40aine de kilomètres de Gérardmer. Fils unique d'un cheminot et d'une institutrice, il a perdu ses parents dans un accident de voiture en 2014, événement qui l'a profondément marqué. Sans famille proche, il a quitté son poste dans un bar d'Épinal pour accepter l'offre de Bernard Levasseur, trouvant dans les montagnes vosgiennes la paix qu'il cherchait pour panser ses blessures. Depuis 2 ans, Laurent vit seul dans un petit appartement, au-dessus du garage du pub. Un logement spartiate mais confortable, que Levasseur lui loue pour une somme dérisoire. Chaque matin, il descend ouvrir l'établissement à 11 h, prépare les plats simples du menu, principalement des tartes flambées, des saucisses de Morteau et des plateaux de fromages locaux, et accueille sa clientèle avec un sourire sincère qui réchauffe les cœurs autant que le feu de cheminée. La clientèle du refuge du Cerf est un mélange éclectique qui reflète la personnalité de Laurent. On y trouve Marcel Hoffmann, un ancien bûcheron de 67 ans qui vient jouer aux cartes tous les après-midi avec ses amis retraités, parlant un dialecte vosgien que Laurent a appris à comprendre. Il y a aussi Sophie Durand, une infirmière de 41 ans, de l'hôpital de Gérardmer,
qui s'arrête souvent après ses gardes de nuit pour décompresser autour d'une bière sans alcool et des confidences que Laurent écoute avec bienveillance. Les week-ends amènent leur lot de motards venus de Nancy ou de Strasbourg, attirés par les routes sinueuses des Vosges et la réputation grandissante du pub. Laurent connaît leurs prénoms, leurs motos, leurs histoires personnelles. Il y a Thomas et Marie, un couple de trentenaires de Metz qui vient chaque premier dimanche du mois depuis l'ouverture et qui considère Laurent comme un ami proche. Mais Laurent cache une mélancolie profonde derrière son sourire professionnel. Ses collègues occasionnels remarquent qu'il ne parle jamais de projets d'avenir, qu'il n'évoque jamais de relations amoureuses, qu'il semble vivre au jour le jour sans ambition particulière. Sophie, l'infirmière, s'inquiète parfois de le voir rester seul dans son appartement les jours de fermeture, sans autre compagnie qu'une pile de livres d'histoire locale et une vieille télévision qui capte mal les chaînes. Les seules fois où Laurent semble vraiment s'animer, c'est quand il parle de son projet secret. Écrire un livre sur l'histoire des auberges vosgiennes pendant la Seconde Guerre mondiale. Il passe ses soirées libres à consulter les archives municipales de Gérardmer, interroge les anciens du village, collecte des témoignages sur la résistance locale. Ce hobby historique lui donne une légitimité intellectuelle qui impressionne ses clients et renforce son statut d'homme cultivé dans cette communauté montagnarde. Bernard Levasseur, quant à lui, reste une figure plus distante. Contrairement à Laurent qui vit sur place, le propriétaire ne vient au pub que 2 ou 3 fois par semaine, généralement en fin d'après-midi, pour vérifier les comptes et s'assurer que tout fonctionne correctement. C'est un homme méticuleux, toujours tiré à 4 épingles, même dans un établissement rustique, qui inspire un respect teinté de méfiance chez les habitués. Ses manières urbaines détonnent avec l'atmosphère décontractée voulue par Laurent, et beaucoup de clients attendent son départ pour retrouver leur spontanéité. Levasseur conduit une BMW X5 noire aux vitres teintées qui semble incongrue dans le paysage vosgien. Il habite une villa moderne, sur les hauteurs de Gérardmer, avec vue panoramique sur le lac, et mène un train de vie qui interroge certains habitants. Comment un ancien cadre textile peut-il financer un tel standing avec les revenus modestes d'un pub de montagne ? Mais dans une région où la discrétion est une vertu cardinale, personne n'ose poser la question directement. L'hiver 2017 s'annonce particulièrement rigoureux selon les prévisions météorologiques. Dès le mois de novembre, les premières neiges ont blanchi les sommets environnants et les températures nocturnes descendent régulièrement sous les -10 degrés. Le chauffage du pub tourne en permanence, créant cette atmosphère douillette qui contraste si agréablement avec l'hostilité du dehors. Le vendredi 15 décembre 2017 commence comme n'importe quel autre jour au refuge du Cerf. Laurent ouvre l'établissement à 11 heures précises, allume la cheminée et prépare sa mise en place habituelle. La météo annonce une tempête de neige pour la soirée, avec des vents pouvant atteindre 80 km/h et des chutes de neige importantes. C'est le genre de temps qui décourage les sorties, et Laurent s'attend à une soirée calme. L'après-midi se déroule normalement. Marcel Hoffmann arrive vers 14 heures avec ses 3 complices de belote. Henri Weiss, ancien chef d'équipe de la scierie locale. Lucien Barthes, retraité de la Poste, et Robert Schaeffer, qui a tenu pendant 30 ans la boulangerie du village voisin. Leur partie de cartes hebdomadaire est un rituel sacré, accompagné de pintes de bière locale et de plaisanteries en dialecte que Laurent traduit parfois pour les autres clients. Vers 17 heures, Sophie Durand fait son apparition après sa garde de jour à l'hôpital. Elle semble particulièrement fatiguée et commande un café serré en s'installant au bout du comptoir, sa place habituelle. Laurent remarque qu'elle a les yeux rouges et lui demande discrètement si tout va bien. Sophie lui confie qu'elle vient de perdre un patient âgé qu'elle soignait depuis plusieurs mois, un homme qui lui rappelait son propre père décédé. « Tu sais, Laurent, » dit-elle en sirotant son café, « parfois je me demande comment tu fais pour rester aussi positif. Perdre ses parents comme tu l'as vécu, ça aurait brisé n'importe qui d'autre. » Laurent la regarde avec un sourire mélancolique et répond « On fait ce qu'on peut avec les cartes qu'on nous a distribuées, Sophie. Et puis ici, entouré de gens comme vous,
Je me sens moins seul. Cette conversation, apparemment anodine, restera gravée dans la mémoire de Sophie, car ce seront les dernières paroles qu'elle entendra de Laurent. Vers 19 heures, Bernard Levasseur fait son apparition, ce qui est inhabituel pour un vendredi soir. Généralement, le propriétaire évite les soirées de week-end, préférant laisser Laurent gérer seul l'affluence. Mais ce soir-là, il semble nerveux, consultant régulièrement son téléphone portable et jetant des coups d'œil inquiets vers la fenêtre où les premiers flocons commencent à tomber. « Laurent, dit-il en s'approchant du comptoir, je vais devoir partir plus tôt aujourd'hui. Ma femme m'attend pour un dîner important à Épinal. Tu penses pouvoir gérer seul avec ce temps ?» Laurent acquiesce sans hésitation. Il a l'habitude de fermer seul le vendredi soir, et avec la tempête qui s'annonce, il ne s'attend pas à une foule. Levasseur reste encore une demi-heure, discute brièvement avec Marcel et ses amis, puis repart vers 19h30 en saluant tout le monde d'un geste de la main. À 20h, Sophie termine son café et annonce qu'elle rentre chez elle avant que la tempête ne rende les routes impraticables. Elle habite un petit appartement en centre-ville de Gérardmer, à une dizaine de minutes en voiture du pub. En partant, elle lance à Laurent « Fais attention à toi avec cette neige, et n'hésite pas à fermer plus tôt si ça devient dangereux. » Les joueurs de cartes partent à leur tour vers 20h30, Marcel étant le dernier à quitter l'établissement. Avant de sortir, il s'approche de Laurent et lui dit en patois « Demain je feste samedi, on se revoit pour une nouvelle partie ?» Demain c'est samedi, on se revoit pour une nouvelle partie. Laurent répond en français avec un sourire. Bien sûr, Marcel, comme d'habitude. Rentrez bien et prudence sur la route. À 21h, Laurent se retrouve seul dans le pub. Dehors, la tempête prend de l'ampleur. Le vent siffle dans les sapins qui entourent l'établissement et la neige tombe maintenant en rafales serrées qui collent aux carreaux de la fenêtre. L'électricité vacille plusieurs fois, obligeant Laurent à vérifier le générateur de secours installé dans la remise. Il commence sa routine de fermeture, nettoyage des verres, rangement du comptoir, vérification de la caisse. Les recettes de la journée sont modestes mais correctes pour un vendredi d'hiver, 287 € exactement, qu'il note méticuleusement dans le carnet de compte que vérifie Levasseur chaque semaine. Vers 21h30, alors qu'il s'apprête à éteindre les lumières, Laurent entend un bruit de moteur dans le parking. Par la fenêtre, il distingue difficilement les phares d'un véhicule à travers le rideau de neige. Pensant qu'il s'agit d'un client de dernière minute, ou peut-être de quelqu'un cherchant un abri contre la tempête, il se dirige vers la porte d'entrée. C'est la dernière fois qu'on le voit vivant. Le lendemain matin, samedi 16 décembre, Marcel Hoffmann arrive au refuge du Cerf vers 14h pour sa partie de cartes habituelle. Il est accompagné de ses 3 amis, tous emmitouflés dans leurs manteaux d'hiver et s'ébrouant de la neige qui continue de tomber abondamment. Il trouve la porte du pub fermée, ce qui les surprend car Laurent n'est jamais en retard pour les accueillir. Marcel frappe énergiquement à la porte vitrée, appelle Laurent à voix haute mais n'obtient aucune réponse. Les 4 hommes font le tour du bâtiment et découvrent la voiture de Laurent, une Renault Clio bleue de 2010, garée à sa place habituelle, près de l'appartement. Le véhicule est recouvert d'une épaisse couche de neige qui semble s'être accumulée pendant toute la nuit. « C'est bizarre », marmonne Henry Weiss. « Si Laurent était parti quelque part, il aurait pris sa voiture. Et s'il était malade, il nous aurait prévenus. » Marcel, inquiet, appelle Bernard Levasseur depuis son téléphone portable. Le propriétaire décroche à la 3e sonnerie et semble surpris d'apprendre que Laurent ne répond pas. « Il était encore là quand je suis parti hier soir vers 19h30, explique Levasseur. Peut-être qu'il est allé se promener en montagne et qu'il s'est perdu avec cette tempête. Vous avez vérifié s'il y avait des traces de pas? Mais la neige fraîche a effacé toutes les traces de la nuit précédente. Le parking ressemble à une page blanche où seules les formes des voitures dessinent des bosses sous leur manteau neigeux. Levasseur arrive au pub 1 heure plus tard, accompagné de sa femme Sylvie, une blonde élégante d'une 40aine d'années qui semble mal à l'aise dans ce décor rustique. Il possède évidemment les clés de l'établissement et ouvre la porte principale sous le regard anxieux des habitués. L'intérieur du pub est exactement dans l'état où Laurent l'a laissé. Propre,
rangés, prêts pour le service. La caisse est fermée, les chaises retournées sur les tables selon la procédure habituelle, le feu de cheminée éteint, mais les cendres encore tièdes. Rien n'indique une lutte, un cambriolage ou un départ précipité. Levasseur monte vérifier l'appartement de Laurent. La porte n'est pas verrouillée, ce qui était dans les habitudes du barman, qui se sentait en sécurité dans cet environnement isolé. L'appartement révèle une vie ordonnée et solitaire. Un lit fait au carré, quelques vêtements pliés dans une armoire, une pile de livres d'histoire sur une table de chevet et sur le bureau, les recherches de Laurent pour son projet de livre sur les auberges vosgiennes pendant la guerre. Le portefeuille de Laurent est posé sur la commode, contenant sa carte d'identité, 67 € en espèces, et sa carte bancaire. Ses clés de voiture sont dans la poche de la veste qu'il portait la veille, suspendue à une chaise. Son téléphone portable gît sur le lit, complètement déchargé. Il n'est parti nulle part, conclut Levasseur en redescendant. Toutes ses affaires sont là. Quelque chose a dû lui arriver. À 17h, Marcel prend l'initiative d'appeler la gendarmerie de Gérardmer. Le brigadier-chef Patrick Schneider se déplace immédiatement avec 2 gendarmes pour constater la disparition. Schneider, un homme de 45 ans, originaire de la région, connaît bien le refuge du Cerf et apprécie Laurent qu'il considère comme quelqu'un de fiable et d'équilibré. Les premières constatations confirment ce que les habitués ont observé. Aucun signe de lutte, aucun objet manquant, aucune trace d'effraction. Laurent semble littéralement s'être volatilisé entre le moment où il a fermé le pub et le lendemain matin. Dans ces conditions météo, explique Schneider à Levasseur, il est possible qu'il soit sorti pour une raison quelconque et qu'il se soit perdu dans la tempête. Nous allons organiser des recherches dès que le temps le permettra. Mais au fond de lui, le gendarme trouve cette explication peu convaincante. Laurent connaît parfaitement la région, et il n'était pas du genre à s'aventurer dehors par une nuit pareille sans raison impérieuse. Les recherches commencent dès le dimanche 17 décembre, aussitôt que la tempête s'apaise. La gendarmerie de Gérardmer mobilise une équipe de 12 hommes, renforcée par des volontaires du village et des secouristes en montagne de la commune voisine de La Bresse. Ils passent au peigne fin un périmètre de 3 kilomètres autour du refuge du Cerf, sondent les ravins, explorent les sentiers forestiers, vérifient les cabanes de chasse abandonnées. L'hélicoptère de la gendarmerie de Metz survole la zone pendant 2 jours consécutifs, ses caméras thermiques scrutant la moindre anomalie dans le paysage enneigé. Les chiens de la brigade cynophile de Nancy sont amenés sur place et suivent plusieurs pistes qui s'arrêtent mystérieusement au bout de quelques centaines de mètres, comme si Laurent s'était évaporé en pleine forêt. Sophie Durand, bouleversée par la disparition de l'homme qu'elle considérait comme son confident, participe activement aux recherches, malgré ses horaires chargés à l'hôpital. Elle organise même une battue citoyenne le week-end suivant, qui réunit près de 40 personnes venues de tout le canton. Chacun garde l'espoir de retrouver Laurent vivant, réfugié quelque part ou souffrant d'amnésie après une chute. Marcel Hoffmann, malgré ses 67 ans, arpente inlassablement les sentiers qu'il connaît depuis l'enfance, accompagné de ses fidèles amis de belote. « Laurent, c'est comme mon petit-fils », répète-t-il à qui veut l'entendre. « Il ne peut pas avoir disparu comme ça. Il y a forcément une explication. » Mais après 10 jours de recherche intensive, la gendarmerie doit se rendre à l'évidence. Aucune trace de Laurent n'a été trouvée. Le brigadier-chef Schneider convoque Bernard Levasseur pour un interrogatoire approfondi le 27 décembre. Cette audition, qui dure près de 3 heures, révèle quelques détails troublants. Levasseur admet avoir eu des difficultés financières importantes l'année précédente. Le pub, contrairement à ses espérances, ne génère pas suffisamment de revenus pour couvrir les frais de fonctionnement et rembourser l'emprunt contracté pour la rénovation. Il évoque des arrangements avec des partenaires d'affaires de Lyon pour maintenir l'établissement à flot, mais reste vague sur la nature exacte de ces accords. « Laurent était-il au courant de vos difficultés ?» demande Schneider. « Non », répond Levasseur après une hésitation. « Je ne voulais pas l'inquiéter avec mes problèmes. Il faisait son travail consciencieusement, c'était tout ce qui comptait. » Le gendarme note également que Levasseur semble étonnamment peu affecté par la disparition de son employé.
Pas de larmes, pas d'émotion particulière, juste une préoccupation pragmatique sur l'avenir du pub sans barman. L'enquête révèle aussi que Laurent avait retiré 500 € en espèces à la banque le jeudi 14 décembre, soit la veille de sa disparition. Cette somme importante pour ses habitudes ordinaires intrigue les enquêteurs, d'autant que cet argent ne se trouve nulle part dans ses affaires personnelles. Une autre piste émerge, quand Sophie Durand se souvient d'une conversation étrange qu'elle a eue avec Laurent 2 semaines avant sa disparition. Le barman lui avait confié qu'il avait découvert quelque chose d'intéressant en fouillant dans les archives pour son livre sur les auberges de guerre. Il semblait excité mais aussi inquiet, parlant de secrets qui feraient du bruit s'ils étaient révélés. Il m'a dit qu'il hésitait entre publier ses découvertes ou les garder pour lui, raconte Sophie aux gendarmes. Je lui ai demandé de quoi il s'agissait, mais il a refusé de me donner des détails. Il répétait juste que certaines familles respectables de la région n'aimeraient pas que leurs secrets de guerre soient dévoilés. Cette révélation oriente les recherches vers l'appartement de Laurent, où les enquêteurs examinent minutieusement ses notes historiques. Ils découvrent un travail de recherche impressionnant. Photocopies d'archives municipales, témoignages d'anciens résistants, cartes détaillées des maquis vosgiens, correspondances avec des historiens locaux. Mais, étrangement, les notes les plus récentes ont disparu. Le dernier dossier de Laurent, celui qu'il avait constitué en novembre 2017, reste introuvable malgré des fouilles approfondies. Seuls restent des brouillons et des ébauches qui évoquent des collaborations surprenantes et des trahisons jamais révélées, sans donner de nom précis. L'enquête s'enlise progressivement. En janvier 2018, faute d'éléments nouveaux, la gendarmerie classe l'affaire comme disparition inquiétante, sans pouvoir déterminer s'il s'agit d'un accident, d'un suicide ou d'un acte criminel. Le dossier reste techniquement ouvert, mais les recherches actives cessent. Bernard Levasseur ferme temporairement le refuge du Cerf en février 2018, prétextant des travaux de rénovation. Il embauche un gardien, Michel Brunner, un chômeur de longue durée de 51 ans, pour surveiller les lieux et effectuer quelques menus travaux d'entretien. Le pub ne rouvrira jamais au public. La disparition de Laurent bouleverse profondément la petite communauté du secteur. Sophie Durand demande sa mutation dans un autre service hospitalier, incapable de supporter de passer devant le pub fermé sur sa route quotidienne. Marcel Hoffmann tombe dans une dépression qui l'oblige à arrêter ses sorties quotidiennes. Ses parties de belote du vendredi se déplacent au café du centre-ville, mais l'ambiance n'est plus jamais la même. Les clients occasionnels du refuge du Cerf, privés de leur lieu de rendez-vous, se dispersent vers d'autres établissements. Mais beaucoup avouent ne plus prendre le même plaisir à leur sortie. Laurent avait cette qualité rare de créer du lien social, et son absence laisse un vide que personne n'arrive à combler. Les théories les plus diverses circulent dans la région. Certains parlent d'un départ volontaire. Laurent aurait profité de la tempête pour simuler sa disparition et commencer une nouvelle vie ailleurs, loin des souvenirs douloureux de ses parents décédés. Cette hypothèse séduira quelques-uns, car Laurent n'avait aucune attache familiale et disposait de suffisamment d'économies pour s'installer discrètement dans une autre région. D'autres évoquent un accident tragique. Laurent serait sorti du pub pour une raison banale, vérifier que la tempête n'endommageait pas les bâtiments, aider un automobiliste en détresse, et aurait chuté dans un ravin ou sous un arbre déraciné. Son corps reposerait quelque part dans la forêt, recouvert par la neige, puis par la végétation, attendant qu'un promeneur le découvre par hasard. Une troisième théorie, plus sombre, commence à se dessiner quand les habitants apprennent les difficultés financières de Bernard Levasseur. Certains murmurent que le propriétaire aurait pu être impliqué dans la disparition de son employé, soit directement, soit indirectement. Mais cette hypothèse reste à l'état de rumeur, aucun élément concret ne venant l'étayer. L'année 2018 passe sans révélation nouvelle. Le refuge du Cerf, fermé et progressivement envahi par la végétation, devient un symbole du mystère Laurent Mercier. Les vitres se ternissent, la peinture s'écaille,
et le parking se couvre de mousse et de mauvaises herbes. Seul Michel Brunner, le gardien, vient de temps en temps vérifier que les lieux ne sont pas vandalisés. En 2019, Bernard Levasseur met discrètement le pub en vente. Il fixe un prix élevé qui décourage les acheteurs potentiels, comme s'il ne souhaitait pas vraiment se séparer de la propriété. Interrogé par des journalistes locaux, il explique vouloir tourner la page de cette tragédie, mais refuse de donner d'interviews approfondies sur la disparition de Laurent. L'affaire connaît un regain d'intérêt médiatique en décembre 2019, à l'occasion du 2e anniversaire de la disparition. Le journal L'Est républicain publie un dossier de 4 pages qui fait le point sur l'enquête et relance l'appel à témoins. Plusieurs personnes se manifestent, mais leurs témoignages n'apportent aucun élément nouveau significatif. Sophie Durand, qui a finalement quitté la région pour s'installer à Metz, accorde une interview émouvante où elle évoque la personnalité attachante de Laurent et son incompréhension face à cette disparition inexpliquée. Laurent était quelqu'un de stable, de prévisible, insiste-t-elle. Il n'aurait jamais inquiété ses amis en disparaissant sans explication. Quelque chose lui est arrivé, j'en suis certaine. Marcel Hoffmann, âgé de 72 ans et affaibli par sa dépression, livre également son témoignage. Tous les vendredis, je pense encore à Laurent. Je me dis qu'il va peut-être revenir, qu'il va pousser la porte du pub avec son sourire et nous expliquer où il était passé. Mais au fond de moi, je sais que je ne le reverrai jamais. Les années 2020 et 2021 sont marquées par la pandémie de Covid-19 qui relègue l'affaire Laurent Mercier au second plan des préoccupations locales. Les restrictions sanitaires limitent les déplacements et les rencontres, ce qui réduit naturellement les discussions sur cette disparition mystérieuse. Le refuge du cerf continue de se dégrader, ressemblant de plus en plus à une maison hantée qu'évitent les promeneurs superstitieux. En 2022, 5 ans après la disparition, la gendarmerie procède à une nouvelle vérification du dossier dans le cadre d'un protocole de révision des affaires non résolues. Le brigadier-chef Schneider, maintenant proche de la retraite, relie l'ensemble des procès-verbaux et procède à quelques auditions complémentaires. Mais cette révision ne révèle aucun élément nouveau et confirme l'impossibilité de déterminer ce qui est réellement arrivé à Laurent Mercier. C'est dans ce contexte de résignation progressive que se produit, en février 2023, l'événement qui va tout changer et révéler enfin la vérité sur cette disparition qui aura hanté la région pendant plus de 6 ans. En février 2023, 6 ans jour pour jour, après la disparition de Laurent Mercier, la commune de Gérardmer lance un vaste projet de rénovation urbaine financé par des fonds européens. L'objectif est d'embellir les abords du lac et de moderniser les infrastructures touristiques pour attirer une clientèle internationale. Dans ce cadre, plusieurs bâtiments vétustes doivent être démolis, dont le vieux motel des Sapins. Ce motel, situé à 15 km du refuge du Cerf sur la route de Colmar, était autrefois un établissement prospère qui accueillait les touristes allemands dans les années 1980 et 1990. Construit en 1974 par la famille Zimmermann, il comptait 24 chambres réparties dans 3 bâtiments de plain-pied avec un style architectural typique de l'époque. Façades en béton blanc, toits plats et grandes baies vitrées. Mais l'évolution du tourisme et la concurrence des hôtels plus modernes ont progressivement vidé le motel de sa clientèle. La famille Zimmermann l'a fermé définitivement en 2008, après 34 ans d'exploitation. Depuis, les bâtiments se dégradent lentement, squattés occasionnellement par des sans-abri ou des jeunes en quête d'aventure, malgré les tentatives de surveillance de la mairie. L'entreprise Demetz & Fils, spécialisée dans la démolition et basée à Épinal, remporte l'appel d'offres pour raser le motel. Les travaux commencent le lundi 13 février 2023 sous la direction de Pascal Demetz, 42 ans, fils du fondateur de l'entreprise familiale. L'équipe compte 8 ouvriers expérimentés qui prévoient d'achever la démolition en 1 semaine. Le mercredi 15 février, vers 14 h, les ouvriers s'attaquent au bâtiment principal qui abritait autrefois la réception et 6 chambres.
Julien Morel, 28 ans, conducteur de pelleteuse depuis 5 ans, commence par démolir les cloisons intérieures pour accéder plus facilement aux structures porteuses. C'est un travail méthodique qui nécessite de vider complètement chaque pièce avant d'abattre les murs. Alors qu'il démonte les éléments de la chambre numéro 7, située à l'extrémité ouest du bâtiment, Julien remarque quelque chose d'anormal. Derrière la tête de lit fixée au mur, il découvre une cavité artificielle soigneusement camouflée. Quelqu'un a creusé une niche dans le mur de parpaing et l'a refermée avec une plaque de plâtre peinte de la même couleur que le reste de la cloison. « Chef, venez voir ça !» crie Julien en stoppant sa pelleteuse. Pascal Demetz accourt, intrigué par l'urgence dans la voix de son employé. Il examine la cavité et réalise immédiatement qu'il s'agit d'une cache intentionnelle, pas d'un défaut de construction. La niche mesure environ 40 cm de largeur sur 30 de hauteur et 20 de profondeur, parfaite pour dissimuler des objets de valeur. À l'intérieur, enveloppé dans plusieurs sacs plastiques étanches pour le protéger de l'humidité, se trouve un sac de voyage en cuir noir de marque Samsonite. Le sac semble neuf malgré son séjour dans cette cache, protégé par son emballage plastique multiple. Il porte encore son étiquette d'achat de la maroquinerie Fournier de Gérard Maire, datée du 10 décembre 2017. Pascal Demetz, homme prudent et respectueux des procédures, refuse d'ouvrir le sac sur place. Il comprend instinctivement qu'il vient de découvrir quelque chose d'important, peut-être lié à une affaire criminelle. Il ordonne l'arrêt immédiat des travaux et contacte la mairie de Gérard Maire pour signaler la découverte. Le maire adjoint, François Muller, se déplace personnellement sur le chantier, accompagné du responsable municipal des services techniques. Face à cette découverte inhabituelle, il décide de prévenir immédiatement la gendarmerie. Le brigadier-chef Schneider, toujours en poste malgré ses 51 ans, arrive sur place 1 heure plus tard avec 2 gendarmes et un technicien de la police scientifique appelé en renfort depuis Nancy. L'étiquette de la maroquinerie Fournier intrigue immédiatement Schneider. Décembre 2017, c'est exactement la période de la disparition de Laurent Mercier. Et ce sac, dissimulé dans un motel abandonné à 15 km du refuge du Cerf, ne peut pas être là par hasard. Le gendarme fait évacuer le chantier et délimite un périmètre de sécurité autour de la chambre 7. Il photographie la cache sous tous les angles avant d'autoriser l'extraction du sac. Le technicien de police scientifique procède méticuleusement, relevant d'éventuelles empreintes sur les sacs plastiques et sur la cavité elle-même. Une fois le sac extrait et transporté à la gendarmerie, Schneider convoque d'urgence le procureur de la République d'Épinal. Cette découverte justifie la réouverture officielle de l'enquête sur la disparition de Laurent Mercier, classée depuis 2018 faute d'éléments nouveaux. L'ouverture du sac se déroule le lendemain matin en présence du procureur, du commandant de groupement de gendarmerie et d'un huissier de justice pour authentifier la procédure. Ce qu'ils découvrent à l'intérieur bouleverse complètement leur compréhension de l'affaire. Le sac contient d'abord les papiers d'identité de Laurent Mercier, carte d'identité, permis de conduire, carte vitale, carte bancaire. Tous ces documents auraient dû se trouver dans son portefeuille, resté dans son appartement. Leur présence ici prouve que Laurent était bien au motel la nuit de sa disparition. Mais plus troublant encore, le sac renferme une enveloppe Kraft contenant 4 500 € en billets de 50 et 100 €. Une somme considérable pour un barman. L'argent semble récent, les billets sont propres et certains portent encore les agrafes des liasses bancaires. Le troisième élément est un carnet à spirale de format A5, dans lequel Laurent a consigné des notes manuscrites pendant les semaines précédant sa disparition. L'écriture, authentifiée par comparaison avec d'autres documents, révèle progressivement l'existence d'un secret explosif que Laurent avait découvert en menant ses recherches historiques. Mais c'est le 4e objet qui provoque le plus de stupeur chez les enquêteurs. Une clé USB contenant plusieurs gigaoctets de fichiers numériques. Photos, documents scannés, enregistrements audio.
Laurent avait constitué un véritable dossier d'accusation contre des personnalités locales impliquées dans un réseau de trafic qui utilisait le refuge du cerf comme couverture. L'analyse de la clé USB révèle progressivement l'ampleur de ce que Laurent avait découvert. Le barman, en fouillant dans les archives municipales pour son livre sur les auberges de guerre, était tombé par hasard sur des documents révélant que le refuge du cerf avait servi de dépôt d'armes pour la résistance entre 1943 et 1944. Cette découverte historique l'avait amené à s'intéresser de plus près à l'historique du bâtiment. En croisant différentes sources, Laurent avait réalisé que l'ancien relais de chasse avait conservé certaines caractéristiques architecturales de l'époque. Cave profonde, passage dissimulé, double cloison. Ces aménagements qui avaient servi à cacher des armes et des résistants pendant la guerre pouvaient encore être utilisés 70 ans plus tard pour dissimuler des activités illégales. Laurent avait commencé à observer plus attentivement les allées et venues au pub. Il avait remarqué que Bernard Levasseur recevait parfois des visiteurs tard le soir, après la fermeture officielle. Ces hommes, généralement au volant de véhicules aux plaques d'immatriculation étrangères, ne consommaient rien et repartaient rapidement après de brefs entretiens avec le propriétaire. Le carnet retrouvé dans le sac détaille méticuleusement ces observations. Laurent y note les dates, les heures, les descriptions des véhicules et des visiteurs. Il relève que ces rencontres nocturnes se déroulent toujours les mardis et vendredis, jours où le pub ferme officiellement plus tôt et où Laurent était censé être absent. Mardi 28 novembre 2017, 23h15, écrit Laurent. Levasseur reçoit 2 hommes dans une Mercedes noire immatriculée en Allemagne. Ils restent 1 heure dans la cave. J'entends des bruits de déplacement de caisse. Ils repartent vers minuit et demi. Vendredi 1er décembre 2017, 22h45. Cette fois, 3 véhicules, la Mercedes habituelle, un fourgon Volkswagen belge et une BMW suisse. 7 personnes au total. Ils chargent des caisses dans le fourgon. Levasseur leur remet une enveloppe. Opération terminée à 1h30 du matin. Laurent avait fini par comprendre que le refuge du cerf servait de plaque tournante pour un trafic international. Les caves du pub, reliées à des galeries naturelles qui débouchent dans la forêt à 500 mètres du bâtiment, permettaient de stocker et de transférer discrètement des marchandises de contrebande. La clé USB contient des photos prises clandestinement par Laurent depuis sa fenêtre d'appartement. On y voit clairement Bernard Levasseur supervisant le chargement de caisses dans des véhicules étrangers. Les images, bien que prises de nuit avec un appareil photo amateur, sont suffisamment nettes pour identifier les visages et les plaques d'immatriculation. Mais Laurent avait poussé plus loin son investigation. Profitant de l'absence de Levasseur un mardi après-midi, il avait exploré les caves du pub avec une lampe torche. Il y avait découvert un aménagement sophistiqué. Faux murs, monte-charge dissimulé, système de ventilation moderne. Tout était conçu pour entreposer temporairement des marchandises en attendant leur transfert vers d'autres destinations. Dans un coin de la cave principale, Laurent avait photographié des caisses portant des marquages en plusieurs langues. Certaines contenaient manifestement des cigarettes de contrebande, d'autres des alcools de luxe sans vignette fiscale, d'autres encore des composants électroniques de marques asiatiques sans certification européenne. Le carnet révèle aussi que Laurent avait tenté de documenter la fréquence et les volumes de ce trafic. Il estimait que plusieurs dizaines de milliers d'euros de marchandises transitaient chaque mois par le refuge du cerf. Bernard Levasseur n'était pas seulement en difficulté financière, il dirigeait une opération criminelle d'envergure internationale. Cette découverte expliquait le train de vie luxueux de Levasseur, sa BMW, sa villa sur les hauteurs de Gérardmer, ses partenaires d'affaires lyonnais. Le pub légal ne rapportait effectivement pas grand-chose, mais il servait de couverture parfaite pour des activités beaucoup plus lucratives. Laurent avait aussi identifié certains complices locaux. Michel Brunner, l'homme embauché comme gardien après la fermeture du pub, était en réalité un surveillant chargé de protéger les marchandises stockées. D'autres personnalités respectables de Gérardmer apparaissaient sur les photos.
un conseiller municipal, un chef d'entreprise, même un gendarme en retraite, tous impliqués à des degrés divers dans ce réseau de contrebande. Le carnet révèle enfin les dernières semaines de Laurent, de plus en plus tendues et paranoïaques. Il soupçonnait Levasseur de se douter de quelque chose. Il me pose des questions bizarres sur mes horaires, sur ce que je fais pendant mes congés, note-t-il, le 10 décembre. Il fouille dans mes affaires quand il croit que je ne m'en aperçois pas. Je crois qu'il me soupçonne de savoir quelque chose. L'avant-dernière entrée du carnet, datée du 13 décembre 2017, révèle que Laurent avait pris une décision dramatique. J'ai réuni assez de preuves. Demain, je contacte un journaliste de l'Est républicain pour tout révéler. Je ne peux plus fermer les yeux sur ce qui se passe ici. Si quelque chose m'arrive, j'ai caché les preuves en lieu sûr. La dernière entrée, écrite le 14 décembre au soir, soit quelques heures avant sa disparition, est glaçante. Levasseur est passé cet après-midi. Il avait un comportement étrange, nerveux. Il m'a posé des questions sur mon projet de livre, voulait savoir ce que j'avais découvert dans les archives. Je crois qu'il sait que je sais. J'ai peur. J'ai déplacé les preuves au motel abandonné, chambre 7. Si je disparais, cherchez là-bas. Cette révélation électrise les enquêteurs. Laurent n'avait pas disparu accidentellement. Il avait été éliminé parce qu'il représentait une menace pour un réseau criminel puissant. Sa dernière soirée au pub n'était pas une routine normale. C'était un piège tendu par Bernard Levasseur. Le brigadier-chef Schneider reconstitue mentalement les événements du 15 décembre 2017. Laurent ferme le pub normalement, mais vers 21h30, il entend un véhicule dans le parking. Ce n'est pas un client de dernière minute, c'est Levasseur qui revient avec des complices pour régler définitivement le problème que représente le barman trop curieux. Confronté à ses accusateurs, Laurent n'a aucune chance. Emmené de force vers le motel abandonné, il est probablement abattu dans la chambre 7 après avoir révélé sous la contrainte l'emplacement de son dossier d'accusation. Ces assassins cachent les preuves dans le mur, espérant que la démolition prévue du motel les ferait disparaître à jamais. Mais ils n'avaient pas prévu que cette démolition serait retardée de 15 ans par les difficultés budgétaires de la commune et les lenteurs administratives. Le sac de Laurent a attendu 6 ans dans sa cache, comme une bombe à retardement prête à exploser au moment de la découverte. L'analyse des fichiers audio de la clé USB révèle un élément encore plus troublant. Laurent avait enregistré clandestinement plusieurs conversations entre Levasseur et ses complices. Ces enregistrements, d'une qualité médiocre mais audible, révèlent l'existence d'un réseau international de contrebande utilisant plusieurs établissements à travers l'Europe. La route des Vosges fonctionne parfaitement, dit une voix avec un accent allemand. Nous pouvons faire transiter 50 000 € de marchandises par mois sans éveiller les soupçons. Votre pub est l'endroit idéal. Levasseur répond, oui, mais il faut faire attention au barman. Il pose trop de questions, il fouille partout. Si ça continue, on va avoir des problèmes. Alors réglez le problème, répond froidement l'interlocuteur. Nous avons trop investi dans cette filière pour qu'un employé curieux vienne tout gâcher. Cet enregistrement, daté du 5 décembre 2017, prouve que la mort de Laurent était planifiée 10 jours avant sa disparition. Ce n'était pas un geste impulsif, mais un assassinat prémédité pour protéger les intérêts du réseau criminel. Le 20 février 2023, 5 jours après la découverte du sac, la gendarmerie lance simultanément 6 perquisitions dans la région. L'opération, baptisée « Refuge », mobilise 40 gendarmes, des groupes d'intervention de Metz et de Nancy, coordonnés par un juge d'instruction spécialisé dans la criminalité organisée. À 6 heures précises, les forces de l'ordre investissent la villa de Bernard Levasseur, sur les hauteurs de Gérardmer. L'homme, âgé maintenant de 58 ans, est arrêté dans son lit sans opposer de résistance. Sa femme Sylvie, visiblement surprise par cette arrestation, clame l'innocence de son mari tout en étant également placée en garde à vue. Simultanément, d'autres équipes perquisitionnent le refuge du cerf abandonné, le domicile de Michel Brunner, les locaux d'une entreprise de transport complice et 2 autres propriétés liées au réseau.
Les gendarmes découvrent dans les caves du pub plusieurs tonnes de marchandises de contrebande dissimulées derrière les faux murs photographiés par Laurent. L'interrogatoire de Bernard Levasseur, mené par le commandant Jacques Mercier, aucun lien de parenté avec la victime, commence à 10 heures dans les locaux de la gendarmerie de Gérardmer. Confronté aux preuves accumulées par Laurent, l'homme tente d'abord de nier, puis de minimiser son rôle dans le trafic. « Je ne faisais que prêter mes locaux », prétend-il. « Je ne savais pas exactement ce qui se passait. Ces gens m'avaient menacé. Je n'avais pas le choix. » Mais face aux enregistrements audio et aux photographies de la clé USB, Levasseur comprend que ces dénégations ne servent à rien. Vers 14 heures, après 4 heures d'interrogatoire, il finit par craquer et avoue sa participation au trafic de contrebande. « Oui, j'ai accepté que mon pub serve de dépôt, » admet-il. « J'avais des dettes énormes, l'établissement ne rapportait rien. Ces gens de Lyon m'ont proposé un arrangement. Ils utilisaient mes caves en échange de 5 000 € par mois. Au début, je pensais que c'était juste des cigarettes. Mais l'aveu concernant le trafic n'est que le début. » Le commandant Mercier pousse Levasseur sur la disparition de Laurent, brandissant le carnet retrouvé dans le sac comme preuve que le barman avait découvert le pot aux roses. « Laurent savait tout », continue Levasseur, les larmes aux yeux. « Il avait fouillé partout, pris des photos, enregistré nos conversations. Il m'a dit qu'il allait tout révéler aux journaux si je ne mettais pas fin au trafic. »« Mais alors ?» insiste le commandant. « J'ai paniqué. J'ai appelé mes contacts de Lyon, je leur ai expliqué la situation. Ils m'ont dit qu'ils s'occuperaient du problème. Je ne savais pas qu'ils allaient le... » Levasseur s'interrompt, réalisant qu'il vient d'avouer sa complicité dans un meurtre. Le commandant Mercier le presse de continuer, promettant que sa coopération sera prise en compte lors du jugement. Le vendredi 15 décembre, ils sont venus à 3 dans une voiture immatriculée en Allemagne. Ils m'ont dit d'aller au pub comme d'habitude, puis de repartir vers 19h30 en laissant Laurent seul. Je devais revenir à 21h30 avec eux pour une conversation avec le barman. « Honnête, et vous avez obéi ?»« Oui, » avoue Levasseur dans un sanglot. « Je pensais qu'ils allaient juste lui faire peur, le convaincre de se taire. Je ne pensais pas qu'ils allaient le tuer. » Levasseur raconte alors les événements de cette soirée tragique. Quand ils sont arrivés au pub vers 21h30, Laurent les attendait derrière le comptoir, manifestement nerveux mais déterminé. Il avait préparé une valise avec ses affaires les plus importantes, espérant peut-être pouvoir négocier sa fuite en échange de son silence. « Nous savons que tu nous espionnes depuis des semaines, » lui a dit Klaus Richter, le chef du groupe allemand. « Tu as pris des photos, fait des enregistrements. Où sont ces preuves ?» Laurent avait d'abord refusé de répondre, exigeant des garanties pour sa sécurité. Mais les 3 hommes n'étaient pas venus négocier. Ils l'ont menacé, brutalisé, jusqu'à ce qu'il révèle avoir caché les preuves en lieu sûr, sans donner de détails précis. Ils l'ont emmené de force dans leur voiture, continue Levasseur. Ils voulaient qu'il les conduise à l'endroit où il avait caché les preuves. Moi, je suis resté au pub pour faire le ménage et effacer toutes les traces de leur passage. Et après, ils sont revenus 2 heures plus tard sans Laurent. Richter m'a dit que le problème était réglé et qu'il ne fallait plus jamais parler de cette histoire. Ils ont nettoyé les caves, déplacé les marchandises vers un autre dépôt. Puis, ils sont repartis en Allemagne. Levasseur affirme n'avoir jamais su exactement ce qui était arrivé à Laurent cette nuit-là. Il supposait que les Allemands l'avaient tué et fait disparaître le corps, mais il n'avait jamais demandé de détails. Sa seule préoccupation était de sauver sa propre peau et de maintenir les apparences. « J'ai fermé le pub quelques semaines plus tard en prétextant des travaux, » explique-t-il. « En réalité, j'avais trop peur de continuer. J'ai embauché Michel Brunner pour surveiller les lieux et m'assurer que personne ne venait fouiller dans les caves. » L'aveu de Levasseur permet aux enquêteurs de reconstituer précisément les dernières heures de Laurent Mercier. Emmené de force vers le motel abandonné des Sapins, le barman a probablement été interrogé dans la chambre 7 pour révéler l'emplacement exact de ses preuves. Une fois qu'il a conduit ses ravisseurs à la cache, il a été exécuté d'1 balle dans la tête. Son corps n'a jamais été retrouvé, probablement incinéré ou enterré dans un endroit inaccessible des Vosges. Mais ces assassins
ont commis une erreur fatale en ne détruisant pas immédiatement les preuves qu'il avait rassemblées. Pensant que le motel serait bientôt démoli, ils ont caché le sac dans le mur en espérant qu'il disparaîtrait avec le bâtiment. L'arrestation de Bernard Levasseur déclenche une enquête internationale qui révèle l'ampleur du réseau de contrebande utilisant le refuge du Cerf. Les autorités françaises, allemandes, belges et suisses coordonnent leurs efforts pour démanteler cette organisation criminelle qui opérait depuis plus de 10 ans à travers l'Europe. Klaus Richter, le chef présumé du groupe allemand, est arrêté à Munich 3 semaines après les révélations de Levasseur. Âgé de 48 ans, cet ancien militaire reconverti dans le crime organisé dirigeait un réseau de contrebande spécialisé dans le tabac, l'alcool et les produits électroniques. Il utilisait des établissements isolés, pubs, restaurants, hôtels, comme dépôt temporaire pour faire transiter ses marchandises entre l'Allemagne et la France. L'audition de Richter, menée conjointement par les polices françaises et allemandes, confirme les déclarations de Levasseur concernant la mort de Laurent Mercier. L'Allemand avoue avoir éliminé le barman parce qu'il représentait une menace inacceptable pour leurs opérations. Ce type fouillait partout, prenait des photos, posait trop de questions, déclare Richter, sans montrer le moindre remords. On ne pouvait pas prendre le risque qu'il révèle notre système, c'était lui ou nous. Il explique avoir abattu Laurent d'une balle dans la nuque dans la chambre 7 du motel après l'avoir forcé à révéler l'emplacement de ses preuves. Le corps a été transporté en Allemagne et incinéré dans un four industriel de la banlieue de Munich, ne laissant aucune trace physique du crime. Michel Brunner, le faux gardien du refuge du Cerf, avoue également son rôle dans l'organisation. Ancien ouvrier licencié pour vol, il avait été recruté par Levasseur pour surveiller les marchandises stockées dans les caves du pub. Payé 1 500 € par mois pour ce travail illégal, il fermait les yeux sur la nature exacte des activités qui se déroulaient dans l'établissement. « Je savais que c'était louche », admet Brunner. Mais j'avais besoin d'argent et il me demandait juste de faire le guet. Je ne pensais pas que ça finirait par un meurtre. L'enquête révèle aussi l'implication de plusieurs autres personnalités locales dans le réseau. Robert Kleinmann, conseiller municipal de Gérardmer chargé du développement économique, touchait des pots de vin pour faciliter les autorisations administratives et détourner l'attention des services de contrôle. Il est arrêté et démis de ses fonctions, provoquant un scandale politique dans la petite ville thermale. Henri Bastien, propriétaire d'une entreprise de transport de la région, prêtait ses camions pour acheminer les marchandises de contrebande vers d'autres destinations. Ces véhicules, équipés de doubles fonds et de compartiments secrets, permettaient de transporter plusieurs dizaines de milliers d'euros de produits illégaux à chaque voyage. Même Georges Pfister, gendarme en retraite de 63 ans, était impliqué dans le réseau. Ancien collègue du brigadier-chef Schneider, il utilisait ses contacts dans la gendarmerie pour obtenir des informations sur les contrôles routiers et les enquêtes en cours. Cette trahison bouleverse particulièrement Schneider, qui avait travaillé pendant 15 ans avec Pfister sans jamais soupçonner sa corruption. Le procès s'ouvre en septembre 2023 devant la cour d'assises de Nancy. Bernard Levasseur, Klaus Richter et 8 autres prévenus comparaissent pour association de malfaiteurs, trafic de marchandises prohibé, et pour les 2 principaux accusés, complicité d'assassinat. L'audience la plus émouvante est celle où témoignent les proches de Laurent Mercier. Sophie Durand, l'infirmière qui était sa confidente, livre un témoignage bouleversant sur la personnalité du barman disparu. « Laurent était quelqu'un de bien », déclare-t-elle en pleurs. Il avait déjà beaucoup souffert avec la mort de ses parents, et il avait trouvé la paix dans ce pub. Il ne méritait pas de mourir pour avoir voulu faire le bien. Si ces criminels ne l'avaient pas tué, il serait encore parmi nous aujourd'hui, et peut-être qu'il aurait fini par écrire son livre sur l'histoire des auberges vosgiennes. Marcel Hoffmann, maintenant âgé de 78 ans et affaibli par 6 années d'inquiétude, témoigne également « Laurent, c'était comme mon petit-fils ». Pendant toutes ces années, j'ai espéré qu'il reviendrait, qu'il pousserait la porte du pub avec son sourire. Maintenant, je sais qu'il ne reviendra jamais, mais au moins je sais ce qui lui est arrivé.
Ces hommes ont tué un innocent pour protéger leur argent sale. Le procureur de la République requiert la réclusion criminelle à perpétuité contre Klaus Richter pour meurtre avec préméditation et 20 ans de prison contre Bernard Levasseur pour complicité d'assassinat et participation à une organisation criminelle. Pour les autres prévenus, les réquisitions varient entre 5 et 15 ans de prison selon leur niveau d'implication. Les avocats de la défense tentent de minimiser la responsabilité de leurs clients, arguant que seul Richter avait l'intention de tuer Laurent. Mais les preuves rassemblées par la victime elle-même, conservées pendant 6 ans dans sa cache du motel abandonné, sont accablantes. Le verdict tombe le 15 décembre 2023, exactement 6 ans après la disparition de Laurent Mercier. Klaus Richter est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté de 22 ans. Bernard Levasseur écope de 18 ans de prison. Les autres membres du réseau reçoivent des peines allant de 4 à 12 ans d'emprisonnement. La commune de Gérardmer décide de racheter le refuge du Cerf pour en faire un mémorial dédié à Laurent Mercier et à toutes les victimes de la criminalité organisée. Une plaque commémorative est installée à l'entrée, portant cette inscription. À la mémoire de Laurent Mercier, 1983-2017, barman de cet établissement, mort pour avoir voulu faire triompher la vérité sur le mensonge. Sophie Durand, qui a suivi tout le procès, organise chaque année le 15 décembre un rassemblement devant le mémorial. Cette cérémonie réunit les anciens clients du pub, les habitants de Gérardmer et tous ceux qui ont été touchés par cette tragédie. Marcel Hoffmann, malgré son grand âge, participe fidèlement à ces commémorations. « Laurent nous a sauvés tous », répète-t-il chaque année. Sans son courage, ces criminels auraient continué leur trafic pendant des années encore. Il est mort en héros, même s'il ne le savait pas. L'affaire Laurent Mercier marque un tournant dans la lutte contre la criminalité organisée dans les Vosges. Les autorités renforcent la surveillance des établissements isolés et mettent en place un système d'alerte pour détecter les activités suspectes dans les zones frontalières. La gendarmerie de Gérardmer reçoit des moyens supplémentaires pour lutter contre les trafics transfrontaliers. Le brigadier-chef Patrick Schneider, qui avait mené l'enquête initiale puis celle qui a abouti à la résolution de l'affaire, prend sa retraite en juin 2024. Dans son discours d'adieu, il rend hommage à Laurent Mercier. Ce jeune homme nous a montré que la vérité finit toujours par triompher, même si cela prend du temps. Son courage et sa détermination à révéler la vérité lui ont coûté la vie, mais ils ont permis de démanteler un réseau criminel d'envergure internationale. L'histoire de Laurent Mercier est désormais enseignée dans les écoles de gendarmerie comme exemple de la façon dont un citoyen ordinaire peut, par sa vigilance et son courage, contribuer à la lutte contre le crime organisé. Son carnet de notes, ses photographies et ses enregistrements sont devenus des pièces de référence pour former les enquêteurs aux techniques de surveillance clandestine. Le motel des Sapins, où Laurent a trouvé la mort, n'a finalement jamais été démoli. La commune l'a transformé en centre de formation pour les forces de l'ordre, spécialisé dans la lutte contre les trafics frontaliers. La chambre 7, où le barman a été assassiné, abrite maintenant une salle de cours dédiée à l'étude des réseaux criminels européens. Bernard Levasseur, incarcéré à la maison d'arrêt d'Épinal, a entamé une démarche de réparation envers la famille symbolique de Laurent. N'ayant pas de proches directs, le barman avait désigné dans son testament Sophie Durand comme légataire universel. Levasseur a accepté de céder tous ses biens, villas, comptes bancaires, parts dans diverses entreprises, pour constituer un fonds d'aide aux victimes de la criminalité organisée. Ce fonds, géré par une association créée à l'initiative de Sophie, porte le nom de Fondation Laurent Mercier et aide financièrement les familles de victimes de crimes non résolus. Chaque année, il distribue des bourses d'études à de jeunes Vosgiens souhaitant s'orienter vers les métiers de la justice et de la sécurité. Klaus Richter, détenu en Allemagne, n'a jamais exprimé le moindre regret pour ses actes. Lors de son dernier interrogatoire en 2024, il a simplement déclaré « Dans notre milieu, on ne fait pas de sentiments ». Mercier savait les risques qu'il prenait en nous espionnant. Il a payé le prix de sa curiosité.
Cette froideur a renforcé la détermination des autorités françaises et allemandes à lutter contre les réseaux criminels transfrontaliers. Un accord de coopération renforcé a été signé entre les deux pays pour améliorer le partage d'informations et coordonner les enquêtes sur la criminalité organisée. L'histoire de Laurent Mercier rappelle que derrière chaque disparition mystérieuse peut se cacher une vérité complexe et tragique. Ce barman discret des Vosges, qui rêvait d'écrire un livre sur l'histoire locale, est devenu malgré lui un symbole de résistance contre la corruption et le crime organisé. Sa découverte fortuite d'un réseau de contrebande international lui a coûté la vie, mais elle a aussi permis de rendre justice à toutes ses victimes. Les preuves qu'il avait minutieusement rassemblées et cachées dans ce motel abandonné ont parlé pour lui 6 ans après sa mort, révélant une vérité que ses assassins croyaient avoir enterrée à jamais. Aujourd'hui, quand les habitants de Gérardmer passent devant l'ancien refuge du Cerf transformé en mémorial, ils se souviennent de Laurent Mercier non pas comme d'une victime, mais comme d'un héros ordinaire qui a eu le courage de dire non à l'injustice. Son héritage perdure dans chaque enquête qui aboutit, dans chaque réseau criminel démantelé, dans chaque vérité qui triomphe du mensonge. Cette affaire nous rappelle que la vigilance citoyenne est essentielle pour lutter contre la criminalité organisée, mais aussi que cette vigilance peut avoir un prix terrible. Laurent Mercier a payé de sa vie son refus de fermer les yeux sur les activités criminelles qui se déroulaient sous son nez. Son sacrifice n'aura pas été vain si son histoire inspire d'autres personnes à ne jamais baisser les bras face à l'injustice. Que pensez-vous de cette histoire tragique? Auriez-vous eu le courage de Laurent face à de tels criminels? Partagez votre opinion dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cette enquête sur une disparition qui a bouleversé les Vosges, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Nous publions chaque semaine de nouveaux mystères criminels qui vous tiendront en haleine. Laissez un like pour soutenir notre travail et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui s'intéresse aux affaires criminelles françaises. Car c'est en gardant vivante la mémoire de victimes, comme Laurent Mercier, que nous pouvons espérer que de telles tragédies ne se reproduisent plus jamais.